Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir en studio l'écrivain Yoram Lecker pour son livre « À l'âme au diable », paru chez Viviane Ami Éditions. Yoram Lecker, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, c'est un sujet très grave qui est évoqué dans votre livre, et non seulement grave, mais un sujet sur lequel on a finalement peu écrit, en tous les cas en français. Alors, vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, vous êtes né à Tel Aviv, et vous êtes né d'un père autrichien, c'est important de le préciser vu le thème du livre, qui avait fui l'Anschluss, et d'une mère déportée à Bergen-Belsen, comptant parmi les passagers du train Kastner. C'est le cœur de votre livre, le cœur du sujet. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, assistant à la Cour pénale internationale, et vous êtes l'auteur aux belles lettres de 3 ouvrages humoristiques, dont Fuyez le guide, L'âme au diable est inspiré de faits historiques réels. C'est votre premier roman. Et quel roman! Alors d'abord, merci pour cette lecture passionnante. Je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que le train, comment on dit, Kastner, ou le convoi Kastner, j'en avais très peu entendu parler. Je savais qu'il avait existé, mais c'est vrai que je connaissais pas les implications et que j'étais encore moins. Alors je parle de moi, mais je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont dans le même cas. Je ne savais pas qu'il y avait eu un procès contre lui en Israël. Enfin, c'est une histoire incroyable. Alors, on a compris que vous étiez d'une origine qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Si vos parents n'avaient pas été sauvés, vous ne seriez pas là. Est-ce que c'est pour ça que vous avez, entre autres, écrit ce roman? Et est-ce qu'on peut le qualifier de roman historique? Oui, merci pour tous ces compliments, Lise. Non, c'est vrai. C'est un livre qu'on peut qualifier d'historique. C'est aussi un roman, et oui, c'est une histoire grave, comme vous l'avez présenté, mais c'est une histoire grave que j'ai tenu particulièrement à traiter de façon légère, et en tout cas avec humour, de manière à ce que ce soit pas une chape de plomb qui s'abatte avec encore une histoire de Shoah supplémentaire. Voilà. Donc, l'histoire, c'est cette histoire de Kastner et de sauvetage par négociation avec Eichmann. Elle n'est pas très connue en France. Il y a eu beaucoup de littérature en Israël, en tout cas d'historiens qui se sont penchés sur cette affaire. Oui. C'est une affaire qui, en Israël, en tout cas à l'époque, dans les années 50, a littéralement divisé le pays en deux, de la même façon que l'affaire Dreyfus a divisé la France en deux. J'ai écrit ce livre parce que moi, je porte évidemment cette histoire, comme vous l'avez rappelé. Ma mère était hongroise. Elle est une rescapée de ce train Kastner. Et ces négociations ont permis donc le sauvetage de ces 1684 juifs. En fait, il y a eu plus de juifs sauvés en réalité par Kastner, parce que au départ de ces négociations, ces négociations ont permis directement d'envoyer 20 000 premiers juifs dans un camp de Strashof en Autriche plutôt que à Auschwitz. Vous l'expliquez très bien. Ce qui fait que le nombre de juifs sauvés par Kastner ou en tout cas par l'organisation dont il faisait partie, qui s'appelait Vaada, est un nombre tout à fait extraordinaire, et le sort qui lui a été réservé est purement scandaleux. Et pour moi, c'est quelque chose d'insupportable depuis que je suis petit, en vérité, depuis que j'ai entendu parler de cette histoire, puisque cet homme qui est le seul juif de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à en avoir sauvé d'autres, et il les a sauvés au péril de sa vie, s'est retrouvé dans un premier temps accusé d'avoir collaboré avec les nazis, ce qui est une aberration totale. Bah mais oui, bon, il les a sauvés, et puis les nazis se laissaient pas avoir comme ça, on le sait, enfin, je veux dire... Oui, voilà, c'était un sauvetage rocambolesque, fait dans des circonstances d'une tragédie infinie que les juges qui ont jugé cette affaire ne connaissaient pas, n'avaient pas du tout le recul nécessaire pour le juger, et pire que tout, la fin de l'histoire, c'est qu'il s'est trouvé assassiné à cause de ça. Oui. Donc voilà un juif qui sauve
1684 de ses coreligionnaires, de ses congénères, au péril de sa propre vie, puisque après, il y a eu 2 convois Kastner en réalité. Le premier convoi, parce que parmi les choses qu'on lui a reprochées, on lui a dit mais vous avez sauvé votre famille, vos proches, etc. Ce qui d'abord est faux. Oui, bien sûr que sauver 1684 proches, c'est quand même compliqué. Voilà, même si c'était un homme qui était très populaire, il n'avait pas 1684 proches, et surtout les quelques proches qu'il a sauvés, et personne ne peut lui en tenir grief, lorsqu'ils ont fait partie du premier convoi qui est parti en fin août 44 de Bergen-Belsen, eh bien une fois qu'il était à l'abri, que ses proches étaient à l'abri, il est retourné dans la gueule du loup pour continuer ses opérations de négociation. Et Dieu sait qu'elles étaient difficiles et qu'il n'avait que des bâtons dans les roues. Oui. Et au péril de sa vie, il a réussi à en sauver 1300 supplémentaires. Donc, pour moi, c'est une histoire d'injustice terrible, contre laquelle j'ai toujours voulu me battre sans savoir trop bien comment j'allais m'y prendre. Et j'ai opté pour le roman parce que des plaidoyers pour Kastner, il y en a eu des tonnes. Ça n'a pas permis sa réhabilitation en Israël. Aujourd'hui encore, c'est un personnage trouble. Alors, je crois qu'il y a une allée qui va porter son nom ou quelque chose, non ? C'est ça, une allée peut-être, mais vous vous rendez compte, une allée... Oui, une allée alors qu'il a tué, il a sauvé tellement de gens. Il devrait avoir un boulevard qui devrait être nommé d'après lui. Oui. Il y a eu des débats dans les années 80, une rue à Haïfa peut-être devait porter ce nom, et puis finalement c'était un jardin, parce que les gens se sont dit que personne n'accepterait d'habiter une rue, avoir une adresse avec ce nom d'infamie de Kastner sur cette rue. Alors attendez, expliquez-nous, parce que, bon évidemment on trouve tout dans votre livre. D'abord, une autre question. Vous êtes avocat. Vous parlez d'injustice qui vous a heurté depuis votre enfance presque. Alors, est-ce pour ça que vous êtes devenu avocat aussi ? C'est pas impossible. J'avoue que je n'ai pas consacré ma psychanalyse à cette question en particulier, mais c'est très probable que cette affaire fasse partie des grandes motivations qui m'ont conduit à devenir avocat. Et oui, c'est une terrible injustice dont en plus il est très difficile de comprendre les ressorts parce que les reproches qui ont été faits à Kastner, alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est peut-être un peu compliqué d'entrer de but en blanc. Alors, qui était Kastner, en 2 mots, si c'est possible ? Parce qu'évidemment, il faut lire le livre, voilà. En 2 mots, ça va être difficile, mais... il faut savoir que la Hongrie était alliée de l'Allemagne dans les années 40 et que en 44, donc les Juifs hongrois étaient relativement épargnés. On les envoyait pas, en tout cas, dans des camps d'extermination, uniquement dans des camps de travail du côté de l'Ukraine, ce qui était un traitement relativement agréable par rapport à ce qui se passait autour. Il y avait une organisation juive de résistance dont Kastner était à la tête de laquelle était Kastner, et cette organisation visait à aider des Juifs du reste de l'Europe à entrer en Hongrie, dont le régime était relativement donc plus favorable. Comme la Hongrie, en 44, les dirigeants hongrois Horthy avaient compris que la guerre était perdue pour eux, ils commençaient à avoir des négociations avec les Alliés pour changer de camp. Et quand Hitler a appris ça, il a fait entrer ses troupes en Hongrie, il a pris possession avec les Allemands de la Hongrie, il a envoyé là-bas Eichmann, c'est plutôt Himmler qui l'a fait, mais comme Himmler savait lui aussi que la guerre était perdue et qu'il commençait à avoir un peu peur pour sa peau, et quand je dis un peu, il avait très peur pour sa peau. C'est un euphémisme, voilà. Il a chargé Eichmann de négocier avec cette organisation de résistance juive, car il croyait, en bon antisémite qu'il était, que ces Juifs nécessairement avaient des liens avec les Alliés, les forces alliées, le pouvoir, et avec le pouvoir américain et le pouvoir britannique. Ce qui était évidemment totalement faux. Non seulement c'était faux, mais les Britanniques ne voulaient pas. Il y avait 800 000 Juifs à sauver en Hongrie. Le marché qu'Eichmann a transmis de mauvais gré était le suivant: je vous laisse ces 800 000 Juifs, je ne les déporte pas. En contrepartie de quoi, vous nous aidez
par toutes sortes de moyens, de l'argent, des camions, de l'aide logistique, que nous consacrerons pour lutter sur le front de l'Est et pour ralentir la progression à l'Est et vous aider à avancer au maximum dans cette guerre. Et c'était ça le marché en gros. D'accord. Marché proposé par Himmler, qui était donc le chef de la SS. Eichmann était son subordonné, et Eichmann, en fait, n'était pas du tout intéressé par ces négociations et a tout fait pour les faire capoter. Ce qui me fait dire d'ailleurs dans le livre que, contrairement aux conclusions d'Hannah Arendt, Eichmann n'était pas un simple bourreau Mais oui, il faut l'expliquer très bien, et vous revenez sur les déclarations qu'elle avait faites et écrites à l'époque, c'est ça, minimisant la responsabilité d'Eichmann. D'ailleurs, elle a assisté à son procès, et c'est un peu de là que tout a démarré pour elle. Et c'est très bien, je trouve, que vous remettiez les choses au point, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des témoins de cette époque qui sont entièrement sur vos positions par rapport à elle, et voilà, et vous expliquez très très bien pourquoi. Alors, les personnages de votre roman, donc on va en parler. Les personnages principaux, il y a par exemple, je sais pas comment le prononcer, Tsilou, TCH, comme si d'accord, Tsilou, mais ça s'écrit CY, je crois, donc oui, je suis un peu encombré pour prononcer correctement, mais vous allez m'aider. Donc, qui est Tsilou ? Tsilou était ma mère. Oui. Elle était à l'époque une jeune fille de 15 ans, et c'est une femme, comme vous avez pu le lire, avec un caractère bien trempé, oui. Voilà, une espèce de mère à la Gary. Oui, tout à fait. Et qui donne un peu de truculence. Elle fait partie de ces personnages qui donnent de l'air quand on lit ce livre qui est un peu historique effectivement, et qui à l'âge de 15 ans donc était une élève comme une autre dans sa bourgade en Transylvanie, et qui s'est retrouvée mêlée en plein milieu de ce maelstrom lorsque les Allemands ont pris possession en fait de l'immeuble qu'elle habitait, et qu'ils ont établi là leur état-major, et que les opérations de déportation ont commencé. Et c'est là que comme son père, qui était mon grand-père, qui s'appelait Zygmunt, était lui-même quelqu'un d'assez important dans la communauté juive locale, il connaissait Kastner, et il connaissait Yoel Brandt, qui était l'un des co-dirigeants, qui était mon grand-oncle, un des co-dirigeants de cette organisation de résistance. Oui. Et donc, il les a rejoints à Budapest avec sa famille, c'est-à-dire avec sa femme et avec ma mère Tsilou, qui était une grande gaffeuse. Et ce que je raconte tout au long de l'histoire, parce que l'histoire s'étend en réalité depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Oui. Et chaque personnage, comme ma mère, comme Tsilou, était évoqué comme ça tout au long de sa vie. C'est tellement réaliste ce que vous écrivez que je me suis demandé, mais pourquoi roman ? Qu'est-ce qui est romancé là-dedans ? Alors, ce qui est romancé, c'est que, par exemple, il y a des personnages qui ne sont pas authentiques, n'ont pas existé. D'accord. Et que j'ai fait parler, notamment, par exemple, Aggie, qui est une... Oui, alors Aggie, je me suis demandé aussi, oui. Qui est une jeune femme dont j'ai absolument inventé toute l'histoire, même si je l'ai fabriquée à partir d'éléments nécessairement réels. Mais aussi l'un des buts. Donc en fait, vous ne l'avez pas vraiment. Il y a vraiment des éléments réels à la base. Elle n'a pas. Enfin. Son nom est inventé, son histoire avec son amoureux dans ce camp de transit est inventée totalement, la famille que je lui ai constituée, etc. Ce qui est vrai dans cette histoire, c'est que ma mère, lorsqu'elle s'est retrouvée à Bergen-Belsen, parce que pour des questions un peu compliquées, le train qui devait en fait sauver ces premiers juifs, il y avait les lignes étaient coupées en raison de bombardements, donc on les a mis en transit à Bergen-Belsen. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Bergen-Belsen. Lorsqu'elle est arrivée, ma mère Tsilou à Bergen-Belsen, elle a vu une jeune fille de son âge se jeter sur les barbelés et se suicider après qu'on lui ait rasé la tête. Donc ça, c'est une histoire traumatique que je connais, que ma mère m'a racontée. Mais on ne savait rien de cette fille. Et donc j'ai été... Donc vous avez brodé autour. Je lui ai constitué une sépulture, si je peux dire. Mais alors justement, pourquoi avoir choisi le biais du roman alors que vous auriez pu faire
à partir de l'histoire de votre famille, un livre plus historique? Parce que j'ai pensé, d'abord, je suis pas historien. D'accord. Et que des livres d'histoire sur cette affaire, il y en a eu, notamment en Israël, traduit en anglais. Il y a un grand spécialiste en Israël que j'ai rencontré de l'affaire Kastner, qui a fait sa thèse de doctorat dessus, qui s'appelle Chaim Weizmann, oui. et plein d'autres historiens qui ont écrit sur l'affaire. Le problème, c'est que l'histoire, lorsqu'elle est racontée, le problème avec les historiens, c'est que souvent, et c'est normal parce que c'est pas leur objet, c'est pas le but qu'ils poursuivent, ça manque de chair. C'est une accumulation de faits. Et moi, ce que je voulais, c'était donner de la chair et parler, entre autres, de cette culpabilité qui, alors là, va bien au-delà de l'affaire du train Kastner et qui concerne en fait tous les Juifs. C'est la culpabilité du survivant. Du survivant. Mais oui. Et dans cette affaire, c'est vraiment le paroxysme, j'ai envie de dire, de la culpabilité du survivant, parce que on sait déjà tous, autant que nous sommes, que tous ces Juifs qui sont sortis d'affaires portent cette affaire, la mémoire de toutes ces victimes, avec cette incompréhension, cette espèce de doigt qui est pointé sur eux. Pourquoi vous? Pourquoi est-ce que vous avez survécu? On a vu ça avec le film de Lanzmann, Shoah, et dans plein d'autres histoires. Bien sûr. Mais là, c'est encore plus fort. D'abord, alors c'est pas le premier livre qui traite de ça, mais il y a la culpabilité de la deuxième génération, cette transmission de la culpabilité, et le personnage de Chilou à cet égard, qui transmet malgré elle cette culpabilité. Et là, en fait, pour ça, et si ça avait été un livre d'histoire, ça aurait été impossible de raconter ça. Bien sûr. Et c'est le fait que cette culpabilité a de particulier qu'elle a été actée par un juge israélien qui, lorsque Kastner a fait un procès en diffamation, après avoir été accusé d'avoir négocié, d'avoir collaboré avec les nazis, ce qui est fou, ce juge, à l'époque, dans les circonstances très particulières que j'évoque de façon un peu superficielle, parce que je veux pas trop rentrer dans les détails, a quand même rendu un jugement avec l'estampe de l'État d'Israël, comme quoi, en sauvant ces Juifs, en négociant, il avait négocié avec le diable. Il avait vendu son âme au diable. Oui. Et d'où le titre L'âme au diable. C'était en 57. En 54, le procès 54. Oui. Donc il aurait vendu son âme au diable. Et là, c'est un doigt encore. C'est incompréhensible aujourd'hui, avec tous les éléments qu'on a, les éléments historiques, entre guillemets, et tout ce qu'on sait. Le procès aurait lieu aujourd'hui, je pense que Kastner aurait eu des fleurs. Non c'est seulement quand même ça, très bizarre. Lise, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé. Alors, vous avez raison à tel point que il y a eu un appel devant la Cour suprême et que la Cour suprême a infirmé le jugement du juge Halevi et a donc lavé Kastner de cette accusation folle de collaboration avec les nazis. Ce qui s'est passé, c'est simplement que on était dans une époque. En 1952, en Israël, il y a la question qui se pose des réparations allemandes, qui clivent Israël en deux. Le parti au pouvoir qui veut absolument conclure avec Adenauer ces réparations parce qu'il y a la raison d'État qui prime, et puis le parti de Begin et toute la droite et la gauche aussi, le Parti communiste, qui sont vent debout contre cette histoire, ne veulent pas de réparation, ne veulent pas entendre parler de l'Allemagne et de collaborer en quelque sorte avec ceux qui ont tué les nôtres, etc. Et ça a déjà... C'est dans ce climat-là que naît l'affaire Kastner. Et comme Kastner était un membre du gouvernement, l'accusation qui était portée contre lui visait aussi, bien sûr, et même avant tout, le gouvernement. Et sans rentrer dans les détails, le juge qui a rendu cette affaire avait lui-même des intérêts partisans, puisqu'il est devenu plus tard, et ça n'était jamais arrivé dans l'État d'Israël, ni avant ni depuis, qu'un juge, en vertu du principe de séparation des pouvoirs en Israël, puisse faire de la politique, devenir membre de la Knesset, ce qu'il est devenu. Non seulement ça, mais il est devenu membre de la Knesset aux côtés de l'avocat, de l'accusateur de Kastner. Enfin bon, bref. Voilà. C'est un peu alors, très vite, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réparé quelque chose en écrivant ce livre?
Est-ce que c'est de l'ordre de la réparation, en plus du plaisir que l'on a à le découvrir, à le lire? C'est ce que j'ai tenté de faire. C'est avant tout, effectivement, une tentative de réhabilitation de Kastner. Est-ce que j'y suis parvenu? Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de chemin à faire encore. Il y a du chemin, mais ce que vous avez fait est un premier pas et un grand pas. Et vous parlez toujours l'hébreu? Oui, je parle hébreu. Oui. Et vous êtes en contact peut-être en Israël avec des gens qui pourraient peut-être, je sais pas, des gens. Je suis en contact avec. Est-ce que vous avez des liens peut-être pour essayer de réhabiliter Kastner d'une autre façon? C'est ce que je fais depuis des années. Je connais la mère. La fille de Kastner, qui s'appelle Jouji, avec qui je suis en lien, qui a passé elle sa vie à essayer de réhabiliter son père, qui a perdu son père à l'âge de 8 ans, ça a été pour elle une tragédie terrible. Sa propre fille, donc la petite fille de Kastner, c'est Merav Michaeli, qui est aujourd'hui ministre des Transports. Elle était à la tête du Parti travailliste. Donc, je lui ai adressé un exemplaire du livre. Malheureusement, moi, je l'ai rencontré une fois à Paris, à l'occasion de la présentation du film, parce qu'il y a eu un film très beau d'une américaine qui s'appelle Guylaine Ross, qui s'appelle Le Juif qui négociait avec les nazis, qui est un superbe documentaire qui met en scène la rencontre entre justement Jouji, la fille de Kastner, et l'assassin de son père. Et bon, c'est un film à voir si on a l'occasion. Et qui parle très bien de cette histoire et qui était ce film lui aussi une tentative de réhabilitation, mais c'était sous une forme documentaire. Là, on est dans une forme un peu romancée, un peu humoristique. Bien sûr. Voilà. Et un livre très réussi à découvrir, Yoram Lecker, L'âme au diable, Viviane Ami, édition à se procurer de toute urgence. Merci beaucoup Yoram Lecker, et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Merci, au revoir. Au revoir.